Depuis une dizaine d'années, Santé Canada a émis des licences. Je dis une dizaine d'années, peut-être 12 ans environ. Ils ont commencé à émettre des licences et ils ont commencé à exiger que les manufacturiers aient un minimum de structure. Donc, qu'ils soient capables de gérer les rappels, qu'ils soient capables de gérer les plaintes des clients et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est nouveau pour notre industrie parce qu'on a toujours été un petit peu un domaine délaissé un peu de cette réglementation-là. Autant que Santé Canada était là et qui existait pour le pharmaceutique, des choses que les gens sont un peu plus au courant d'eux, qui est un peu plus visible à tout le monde. Et notre marché était moins vu, moins parlé, donc c'était pas une priorité pour cet organisme-là de réglementer tout notre domaine. Mais ils ont commencé à mettre des efforts et à avoir un peu plus de diligence au niveau des manufacturiers pour s'assurer qu'ils font les bonnes étapes. Et que ce soit fait de cette manière-là au Canada, c'est un petit peu, je dirais, normal, puisqu'on le demandait déjà aux États-Unis. Alors, tous les manufacturiers qui fabriquaient aux États-Unis devaient déjà répondre à des normes comme ça. Si tu étais manufacturier canadien, puis tu vendais juste au Canada, tu n'avais aucune réglementation qui t'obligeait, ou s'il y en avait quelques-unes, ils n'étaient pas respectés ou nécessairement inspectés pour être sûr qu'ils étaient faits. Alors, ça vient un peu niveler un peu au moins l'attente des gens d'avoir une qualité minimum dans les produits qui sont faits à travers le Canada ou des manufacturiers canadiens. Fait qu'on doit au moins avoir un minimum à répondre pour être capable de dire qu'on a un produit un produit médical durable. Alors, on a une réglementation aussi à l'intérieur de notre domaine qui s'appelle NC-RESNA, c'est la norme qu'on a à suivre en réalité. C'est pas exigé partout, mais je pense que tout manufacturier qui se respecte le fait au moins. Même à l'intérieur de cette norme-là, il y a certaines exigences qui sont minimales. Ça ne veut pas dire que ton produit est complètement bon parce que tu as passé certains aspects de cette norme-là. Il y en a d'autres qui sont plus rigoureuses, mais au moins ça te donne un minimum à respecter. Puis je pense que les manufacturiers qui le font, au moins ils démontrent qu'ils ont au moins l'intérêt de faire un produit qui va être au moins sécuritaire et efficace à un certain point. On n'a pas vraiment de problématique au niveau gouvernemental, donc on a les audits ou les inspections, le gouvernement, l'environnement, ces choses-là, à chaque année, le ministère. On n'a jamais eu vraiment de problème. Au niveau de l'environnement, bien, c'est sûr que l'usine de Candiac a grandi ici il y a 50 ans, donc à l'époque, il n'y avait pas de résidence, rien. Donc, dans notre environnement aussi, on considère les citoyens, les résidents qui sont proches. Donc, il y a des maisons très près de l'usine. Fait que c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut qu'on s'assure d'être un bon citoyen corporatif là, quand on parle de bruit, de poussière, des choses comme ça. Fait que c'est quelque chose qu'on a travaillé dans le passé avec les résidents à la ville, puis qu'on essaie de vraiment s'assurer qu'on respecte les normes à ce niveau-là. Mais on n'a jamais vraiment eu de contraintes problématiques au niveau environnemental ou législatif. Là. Donc, on a une bonne relation avec la ville, les instances gouvernementales, ces choses-là. Mettons comme exemple pour l'installation de hottes d'armoire. Bien, il y a des mesures standards. Il faut respecter du plancher, telle mesure pour que la hotte soit. Il y a des mesures à respecter pour la hauteur de la hotte, pour la cuisinière. Puis même la même chose, c'est quand la hotte cuisinière standard, puis la même chose pour une hotte micro-ondes fan. Pour une hotte micro-ondes fan. Fait ça avec, il faut l'élever un petit peu plus haut pour respecter entre la cuisinière et le dessous de la hotte. Fait qu'il faut lever ça 4 pouces plus haut. Parce que le standard, pour une hotte standard, c'est 66 pouces de terre. T'sais, fait que faut que ça soit à 30 pouces du poêle pour la hotte. La même chose pour les micro-ondes. Les micro-ondes, il ne faut pas que ça soit
Les clients me demandent de mettre un micro-ondes dans un garde-manger, mais on n'a pas le droit de faire mettre des portes en avant. Fait que moi, j'ai averti le client. Ça, c'est la loi. On ne peut pas mettre de porte en avant. S'il y a une porte, c'est une porte qui bascule vers le haut. Fait que pour être sûr, quand ils s'en sortent, il n'arrive à rien. Parce qu'il y a bien souvent des clients, mais les portes, ils ouvrent le micro-ondes, ferment les portes. Fait que ça, on n'a pas le droit de mettre de porte. À part de ça, mais là, toutes les armoires de cuisine sont sous le standard. Il n'y a pas tellement de... Qu'est-ce qui arrive si vous ne respectez pas un standard? Non, si on ne respecte pas le standard, s'il arrive de quoi sur le client, c'est qu'on est responsable. C'est pour ça, moi, j'avertis toujours mes clients, mais ça, c'est standard. On ne peut pas aller... si un client me demande de faire... Non, moi, je ne peux pas vous faire ça. Faut respecter absolument le standard pour la cuisine. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre des portes pour le micro-ondes? Parce que c'est pour la chaleur. C'est pour la chaleur. C'est comme un poêle à côté d'un pan de frigidaire. Il ne faut pas que le poêle soit à côté sur un pan de frigidaire, parce que pour la chaleur, il faut laisser un minimum de 3 pouces à côté d'un pan. Pour le frigidaire, il faut laisser un minimum de 3 pouces. Pour être sûr, pour pas que la chaleur pogne après le côté. C'est la même chose pour le standard pour les fours encastrés. Il faut respecter toutes les normes là-dessus. Ça peut être très dangereux pour le feu sans ça. On s'auto-règle, là. Je veux dire, je pense qu'on a une belle industrie qui est respectueuse de l'environnement, qui est respectueuse de ses voisins, etc. Mais il y a quand même certains règlements, comme par exemple récemment, Recyc Québec, qui est un organisme paragouvernemental, qui s'assure au niveau du recyclage de la matière, donc le papier, etc., qui est fait de bonne manière, et ils ont certains critères où ils chargent un certain montant pour faire le bon recyclage. Donc ça, c'est réglementation. Il y a quand même un peu de résistance parce que c'est pas assez clair comment le projet s'applique à les imprimeurs dans le domaine. Moi, je le connais parce qu'encore, je vous disais tantôt, je suis président de l'Association québécoise de l'industrie de l'imprimerie, puis on regarde ça étroitement pour s'assurer que nos membres et notre industrie comprennent bien le message du gouvernement et s'assurer de se conformer à ces règles-là. Il y a aussi une des affaires qui nous inquiète dernièrement, puis on a fait récemment partie d'une mémoire qu'on a déposée au gouvernement provincial, qui est sur les subventions qui est remis à des éditeurs de livres. Nous, on croit que c'est bien d'aider notre industrie, mais une des affaires qu'on déplore un peu, c'est que la subvention est donnée à un éditeur qui fasse affaire au Québec pour imprimer ses livres ou qui fasse affaire en Chine, il y a la même subvention. On trouve que ce n'est pas logique. Qu'on va donner de l'argent de nos taxes à des éditeurs québécois pour faire imprimer à l'extérieur. Donc ça, on a des discussions qu'on est en train de regarder pour faire comprendre, c'est beau de soutenir l'industrie, mais assurez-vous que si vous le soutenez, prioriser le Québec et par après, si ça va à l'extérieur, bien, donner un tarif réduit pour démotiver les éditeurs qui allent à l'extérieur. Donc, ça, c'est des dossiers qu'on regarde régulièrement, mais je vous dirais, en général, les réglementations sont respectées, sont respectables et on a une industrie quand même en bonne santé, je vous dirais. Il n'y a pas de normes, malheureusement, puis j'aimerais ça ça serait bon qu'il y en ait, malheureusement, mais les pièces sont accessibles aussi à tout le monde. N'importe qui veut en commander peut aller chez le fournisseur puis en commander. Malheureusement, qu'est-ce qui fait mal, c'est qu'un case va être fabriqué par quelqu'un qui risque d'être la plupart du temps pas conforme. Donc, ça se retrouve sur le marché, puis quelqu'un qui ne connaît pas le produit, ben quand il voit ça, ben là, tout le monde est jugé par rapport à ça. C'est sûr que j'aurais aimé ça qu'il existe une norme là, ou un ordre ou n'importe quoi, là, que c'est les manufacturiers qui peuvent faire ça, ou il faut être certifié ou des choses comme ça. Malheureusement, il n'existe absolument rien. Donc nous autres, pour nous aider avec ça, on met notre logo directement sur les cases qu'on fabrique. C'est sûr qu'en étant précurseur, c'est sûr que les lois sont tout le temps en arrière de nous, on est tout le temps en avance, puis on veut rester en avance. C'est pour ça qu'on n'a pas de problématique de réglementation, parce que Cascade, on assure tout le temps d'être au maximum de récupérer tout ce qu'on peut à l'intérieur de l'usine. Puis Cascade, bien, c'est une compagnie québécoise qui est là pour rester, donc on a toujours travaillé, pas comme si on était pour vendre la compagnie l'année prochaine. Là. On a toujours été derrière nos actes, puis on a toujours
été cohérents dans notre développement puis dans les différentes décisions qu'on a prises. L'environnement, oui, c'est considéré dans les matériaux qu'on va utiliser. C'est sûr qu'on n'est pas un pollueur, là, mais je peux te donner un exemple. On a des retailles de bois. On peut facilement donner ça à quelqu'un pour qu'il puisse le chauffer, mais s'il y a le plastique après, on ne le donnera pas parce qu'on sait que si le plastique brûle, ça va relâcher de quoi dans l'environnement, donc on le met carrément aux poubelles, là. On les passe pas, puis on fait de colle. Puis toutes les sortes de produits qu'on peut essayer, ce qui est la peinture avec, on utilise tout ça qui est à base d'eau. Aujourd'hui, il y a une peinture qui appelle ça des coatings. C'est une matière assez grasse à base d'uréthane. Et c'est totalement à base d'eau, ça sert à rien. Et ça n'a aucun effet, en fait, de mal envers l'environnement. Donc, nous autres, il y a peu de choses qu'on peut faire pour aider l'environnement, mais encore là, on n'est pas une compagnie qui pollue, Nous, on fait de la peinture en poudre, on fait de la soudure, on fait du traitement, ainsi de suite. Et même de la préparation des pièces pour être capable de peinturer. Il y avait des contraintes environnementales, comment est-ce qu'on prépare les pièces pour être capable d'avoir un bon résultat au niveau de la peinture. Puis, il y a des solutions. Ils ne sont pas complexes. Il s'agit juste de les trouver, de s'assurer de bien les appliquer. Ils ne sont pas très dispendieuses non plus. Mais encore là, c'est un minimum à faire. Je pense que de juste ouvrir la porte puis de jeter nos déchets par la porte, à un moment donné, ça fait pas de sens. Puis, ça sera pas moins coûteux à long. Avec la réglementation que les gouvernements ont fait, avec les villes qui ont une certaine réglementation aussi à un certain point, je pense que ça devient le ticket modérateur de vouloir abuser. À un moment donné, si tu abuses et tu te fais prendre, ça va coûter plus cher que juste le faire comme il faut tout de suite au départ. Alors, ma position pour moi, c'est pourquoi pas le faire comme il faut puis s'assurer de ne pas avoir de problème. J'aime autant le faire comme il faut et pas être obligé d'essayer de manigancer, d'essayer de trouver une manière de régler par après ce que j'aurais pu déjà avoir réglé auparavant. Alors, j'aime autant le faire comme il faut tout de suite au départ, puis ça fait du sens. Si ça ferait pas de sens, ça serait une autre chose, mais ça fait du sens. Bien, c'est pas une contrainte vraiment, parce que travailler avec le bois vert, c'est, admettons, comme les feuilles de mélamine avec le bois vert intérieur. Mais on a travaillé un peu avec ça, mais c'est un produit encore qui a commencé à sortir sur le marché. Moi, je m'en suis servi 2-3 fois selon les couleurs de mélamine que j'avais besoin. Puis pour l'environnement, mais ici, pour l'environnement, ce que je peux vous dire, c'est qu'on fait attention. C'est, mettons, parce que moi, je fais des armoires en bois. Fait que là, on s'en va plus vers la teinture à base d'eau. Puis pour l'instant, je ne suis pas encore rendu avec le sealer et le lac à base d'eau, parce que ça prend un autre système. Puis ça, c'est une chose qu'il faut s'habituer. Puis moi, jusqu'à date, je parle avec mes représentants, là, le produit commence à être meilleur. Fait que tantôt, c'est à ça qu'on va en venir, avec un produit à base d'eau pour mes armoires en bois. Mais pour l'instant, je suis seulement qu'à la teinture à base d'eau. Puis ici, on fait bien attention pour le recyclage. C'est le recyclage, mettons, du carton, vu qu'ici, dans les alentours, il y a les compagnies qui se feraient pour ça. Fait que moi, on ramasse le carton, puis là, après ça, on remplit le camion, puis on va livrer ça direct. Les cannes de métal, pour le solvant, on fait très, très attention pour l'environnement. Au niveau de l'environnement, pour nous autres, c'est une grande préoccupation, puis c'est même un élément qu'on ne se gêne pas à faire connaître à nos clients. On est, une autre fois, un des seuls imprimeurs qui est certifié
FSC et SFI. Il y en a bien d'autres qui vont dire qu'ils vendent le papier certifié, mais ils ne sont pas certifiés. Puis ça, c'est tout un autre élément, parce que pour être certifié, la distinction, c'est qu'il y a des audits qui viennent d'un organisme indépendant qui vient ici une fois par année, puis s'assure qu'on a suivi le tracking de nos papiers environnementaux. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il faut que tu gardes un contrôle et un audit très clair de le papier que tu as acheté, de où est-ce que tu l'as acheté, c'était pour quel job. Et il faut qu'il s'identifie dans toutes les soumissions qui sont faites, les factures sont faites, que ça, c'est le type de papier. Donc, il y a une continuité qui doit se faire. Et ça, c'est un élément supplémentaire qui est fait, mais qui est apprécié. Plusieurs, maintenant, de les villes demandent d'utiliser du papier recyclé ou environnemental. Et on a été, nous, au-delà de ça, d'être un imprimeur certifié avec le type de papier qu'on utilise. On a été au-delà de ça parce qu'on fait beaucoup aussi de circulaires publicitaires, etc. Et on a mis en place une politique de recyclage. Donc, je vous dirais, toutes nos plaques en métal, quand on les lise pour nos prêtres, on a tout un programme de recyclage où on va le passer au recyclage, les trier, puis les passer au recyclage. Le papier aussi, on recycle pour quelque chose comme 27 terrains de football d'arbres par année. Bien, ça, c'est du papier que des coupes qu'on a trimées, etc., et qu'on envoie aux compagnies de recyclage, puis on même fait la gestion de le triage pour qu'il y ait une meilleure qualité de papier quand il s'est envoyé. Et finalement, dans notre politique environnementale, qui est très importante pour nous, c'est qu'on a fait aussi, quand on achète de l'équipement, il doit passer un certain minimum standard écologique. Donc, par exemple, quand on a acheté notre CTP, il y a 6-7 ans de ça, il fallait qu'on achète un CTP qui n'avait pas de solvant, qui affecterait l'environnement. Il fallait s'assurer, comme le CTP qu'on a acheté, et fait le nettoyage des plaques seulement avec de l'eau et n'a pas de gaspillage ou de rejet toxique. L'Indigo, c'est une des presses digitales les plus environnementales. Le type d'encre qu'ils utilisent est recyclé à 98%. Donc, il y a aussi des critères qu'eux, ils font, le manufacturier, qui nous ont donné dans leur liste de critères environnementaux. Puis ça fait part d'une plateforme quand on décide d'acheter de l'équipement. Et ça s'applique dans tous les sphères qu'on peut regarder, qu'on peut faire au niveau d'achat d'équipement. Et je vous dirais, même dans l'agrandissement de la bâtisse, on est en train de regarder, de voir si on peut faire une construction certifiée LEED. Il y a différents niveaux, mais on regarde pour qu'est-ce qu'on peut faire pour s'enligner vers une certification d'agrandissement LEED, parce que la bâtisse était faite il y a 10 ans, puis on n'avait pas encore cette philosophie-là à ce moment-là. Donc ça, je vous dirais, l'environnement est très important. On le fait, la promotion avec nos clients et naturellement, nous, à l'interne, on a quand même un esprit familial, puis on veut s'assurer que notre jeunesse ait un futur brillant avec l'environnement. Cascade, tu as été un leader en développement durable, puis on veut toujours le rester. Si on prend le procédé à l'usine de Candiac, on utilise comme matière première du papier recyclé. Et ce papier recyclé-là, on garde la fibre. Ce qui n'est pas bon, la glaise, les angles, etc., c'est transformé en boue, qu'on appelle. Puis tout ce bout-là est valorisé dans des champs agricoles autour de l'usine. Fait qu'il y a différents champs autour de l'usine que c'est utilisé un peu comme de la chaux pour neutraliser le sol, un peu comme pour changer le pH des sols pour les agriculteurs. Fait que dans le fond, tout ce qui rentre de l'usine, fait que oui, c'est du papier recyclé, mais en plus, ce qui sort, la matière qui est moins bonne, mais c'est valorisé aussi dans les champs agricoles. Fait que ça, c'est un gros enjeu de l'usine. Les autres enjeux, c'est comme on a parlé tantôt, oui, on prend de l'eau du fleuve Saint-Laurent pour approvisionner nos machines à papier, mais on est de plus en plus en boucle fermée. Dans le fond, on réutilise notre eau de procédé, filtrée, puis on les remet sur la machine à papier. Fait que dans ce cas-là, on utilise le minimum d'eau possible. Fait qu'à chaque année, on a des investissements qu'on met pour utiliser le moins d'eau possible du fleuve Saint-Laurent. On a même une entente avec la ville de Candiac. On a un traitement primaire pour filtrer l'eau. Les autres, ils s'occupent du traitement secondaire, mais c'est sûr que le moins qu'on prend d'eau, le moins qu'on a moins besoin de traiter notre eau secondaire. Fait que à chaque année, on s'améliore. On rajoute des équipements pour prendre le moins d'eau possible. Puis la même chose, là, je veux dire, l'autre gros point, c'est notre gaz naturel pour sécher le papier. Fait que c'est aussi du gaz à effet de serre. Fait oui, on sèche le papier, mais l'air chaud autour qu'on prend pour sécher, on la récupère et on la réutilise. Fait que pour évidemment prendre le moins de gaz possible puis le moins avoir d'effet de serre possible. C'est vrai que c'est des gros enjeux là, point de vue environnemental de l'usine. C'est sûr qu'évidemment, tout ce qui est
matière recyclable à l'usine, étant du poly pour les boîtes, il y a des boîtes de carton mettons, qui seraient défectueuses, mais c'est récupéré. Fait que tout ce qu'on peut récupérer là, à l'intérieur de l'usine est récupéré. Là. Mais en termes de législation ou de règles environnementales, on n'a pas de problème parce qu'on est en avance sur toutes les émissions maximales ou les consommations, des choses comme ça. Donc, on n'a pas vraiment de contraintes reliées à l'environnement. Pour nous, l'environnement, c'est vraiment un enjeu d'opération qu'on essaie juste d'être meilleur. Donc, on a des indicateurs de performance qu'on suit à chaque mois pour chacune des usines sur les consommations d'eau, les consommations de gaz. Puis, pas juste pour sauver de l'argent, parce qu'évidemment, quand tu prends moins de gaz, les coûts de production sont meilleurs, mais vraiment d'un point de vue conscience environnementale, développement durable. Donc, chaque usine rapporte à tous les mois ses consommations. Puis, on a des plans d'action dans toutes les usines pour réduire les différentes consommations avec différents projets. On a un groupe d'intervention en énergie qu'on appelle, là, qui est environ une douzaine de personnes à Kings et Falls, qui sont vraiment juste dédiés à l'environnement, à l'énergie, pour s'assurer qu'on va consommer moins d'énergie, etc.